Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la cybersécurité sur CocoMelon. Donc ici, on va voir comment injecter du code via des sections de mémoire à partir d'un exemple d'injection de code écrit en C++. Donc là, bonjour à tout le monde qui est passionné de loin ou de près par la cybersécurité. Dans les articles précédents, j'ai parlé des injections classiques ou les actions WinAPI, donc les articles précédents ou les vidéos précédentes, qui étaient remplacées par des API natives. Et c'était sûrement des API, et c'était souvent des API natives non documentées. L'article suivant est le résultat d'une auto-recherche sur une autre technique de développement de logiciels malveillants. Bien que l'utilisation de ces astuces dans une application standard soit une indication de quelque chose de malveillant, les acteurs malveillants continueront à utiliser pour l'injection de processus. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas 36 000 façons de faire des choses malveillantes. Et c'est surtout qu'ils utiliseront toujours ça, parce qu'il y a toujours des moyens de renforcer leur attaque, de chiffrer les attaques, de détourner les protections, etc. C'est pas forcément une chose qu'ils font à la fois. Ils utilisent plusieurs méthodes pour déjouer les protections des défenseurs. Alors, qu'est-ce que c'est la section? La section, c'est un bloc de mémoire partagé entre les processus et qui peut être créé avec ntcrit section. En fait, c'est une API. Donc, on a un exemple pratique. Donc là, c'est comme les fonctions non documentées. Donc, le déroulement de cette technique est la suivante. Tout d'abord, nous créons un nouvel objet section via ntcrit section. Donc là, on a la définition avec différentes variables instanciées, donc les différents paramètres. Donc, on peut voir dans le code source. Donc là, on a la section interview, section syntaxe. Donc c'est ici qu'on configure le type de définition, donc les différentes variables qu'on aura besoin pour cette fonction, donc cet objet. Il l'appelle en créant la section de cette mémoire, donc dans myNtCreate section. Donc ici, là, création de la section mémoire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est on fait du mapping, on fait une section map, on met en lecture. Pareil, section map en écriture, section map en exécution. Donc on la met écriture, lecture, exécution. Pareil pour la page là qu'on voit si elle est en exécution, lecture, écriture. Il faut surtout qu'elle soit en exécution et en lecture, écriture. Parce qu'on écrit dedans et on peut obligé de lire pour exécuter. C'est pour ça que c'est fait comme ça. Alors ensuite, avant qu'un processus puisse lire et écrire sur ce bloc de mémoire, il faut mapper une vue de la dite section. Donc en fait, la mapper à partir d'une adresse mémoire qui peut être fait via ntMapViewSection. Donc ici avec toutes les variables à configurer. Donc ici la ntViewMapSection syntaxe, c'est là qu'on fait les par rapport à la base d'adresse, process, handle, 0 bit, etc. C'est avec ça qu'on le configure. Mapper une vue de la section est créé au processus malveillant. Donc en fait, il le crée avec la protection, donc en fait la lecture et l'écriture qui est activée. Donc on voit la page là en read write. On peut la voir dans le code source. Donc ici là. Donc on map cette section avec la protection autorisée en lecture, écriture. C'est très important parce qu'il faut pouvoir accéder à ces informations-là pour pouvoir que le code fonctionne. Ensuite, mapper la vue de section créée au processus cible distant avec RX, bon, ce que j'ai dit là, avec lecture, écriture. Et là, il le map. Et ici, pareil, en exécuture, exécution, lecture. Et comme on pouvait le voir, pour les processus d'ouverture, il a utilisé, comme dans la vidéo précédente, on avait déjà utilisé le NT-Open-Process qui permet d'ouvrir un processus à partir des API non documentés. Donc ici, avec tout ce qu'il faut faire pour l'ouvrir. Donc le processus handle, l'accès, le masque, l'objet attribut, et comme on avait dit dans la vidéo d'avant, là, regardez là pour voir le client ID et aussi par exemple l'objet attribut, et tout ça là, il faudra que ça soit configuré. Ensuite, on a notre charge utile, donc ici sous forme hexadécimale. Donc ça sera la charge utile classique qui nous affiche une message box avec le message Meo Meo et tout simplement qui ne possède aucun chiffrement. Et une fois que ceci là, on copie avec une copie notre charge utile dans la mémoire qui a été mappée. Donc ici là, il y a une copie. Alors il y a une chose qu'on n'a pas parlé là, c'est que par exemple quand tout à l'heure là on ouvre le process, on vérifie bien que le processus est bien ouvert. Hein. S'il y a une erreur, on marque un message d'erreur et on retourne un message d'erreur. Ensuite, on fait une création de thread en bas. Donc distant dans le processus cible qui pointe vers la vue mappée dans le processus cible pour déclencher le shellcode en RTL create user thread. Donc c'est ici qu'on crée le processus et grâce à my RTL create user thread et pareil ça il faudra le configurer.
Donc ça sera ici qu'on va configurer le RTL-Crit User Tree avec la syntaxe, etc. Si vous ne retrouvez pas comment c'est configuré ceci dans la documentation, regardez la vidéo précédente, comment utiliser le debugger WinDGB pour retrouver la structure de ces fonctions à partir du kernel Windows. Donc là, et finalement, la personne a utilisé ZW, une map view of section, qui en fait va désallouer cette section-là, il va tout nettoyer en mémoire, tout ce qui se passe. Donc ça sera à la fin du programme, qui sera ici, et après, si tout s'est bien passé, il retourne 0, et c'est bon. Là, on a le code complet, vous pouvez soit le récupérer sur le GitHub CocoMelon, soit sur le mien, soit vous faites un copier-coller tout le code sur le site. Donc voilà, donc une fois qu'on a tout le code source, comme vous pouvez le contacter, tout est simple, j'ai également utilisé find my proc fonction l'un des messages précédents. Oui, alors ça c'est parce qu'en fait on va utiliser le nom du fichier victime là, et on va vérifier si on a bien le processus qui est présent en mémoire, s'il a bien été exécuté pour qu'on puisse lui injecter la charge utile. Donc regardez les anciennes vidéos pour voir comment c'est fait. La modification apportée à la vue locale de la section entraînement, également modification des vues distantes, évitant ainsi le besoin d'AP tels que kernel, write, process memory, écriture du code V1, espace adressage du processus distant. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'écrit plus directement grâce à la fonction write process memory notre payload à l'intérieur, donc on utilise notre fonction adressage distant. Mais il y a un revers de la médaille qu'on va dire après, c'est que ça constitue un avantage par rapport à l'allocation directe de la mémoire virtuelle à l'aide de NTalloc4 Virtual Memory. Cela crée des artefacts de mémoire malveillants similaires auxquels les équipes bleues devraient prêter attention. Oui, alors le problème c'est que ça crée des traces dans la mémoire. On va bien voir Meu ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'après on conseille à la fin du blog, si vous faites ça, il faut faire des charges utiles qui sont obscurcies, chiffrées, etc. Et même polymorphe. Donc une fois qu'on a le code là, on va le compiler. Alors il y a des choses qui ne fonctionnent pas dedans, donc on va modifier. Donc attends, on fait copier, coller. Alors le static IGC là, je sais que ça fonctionne pas. Et le FNO exception, ça fonctionne pas. On l'enlève. En fait non, là il faut mettre static lib GCC. Il faut mettre static lib GCC et pour supprimer le FNO exception, là, c'est pas ça pose une erreur. Donc là on peut compiler. Donc on a quelques warnings. Ça c'est pas grave. On regarde si le fichier X est bien là. Donc là ça fonctionne. Donc ensuite il faut démarrer notre processus victime. Dans notre cas MS Paint et sur la machine victime Windows 10 x64. Pareil. Et il faut aussi exécuter process hacker. Après, il l'exécute avec MS Paint et normalement on devrait voir le Meu et on devrait voir une trace dans la mémoire. Donc faisons tout ça. Alors on a dit d'exécuter process hacker, exécuter MS Paint. Donc on vérifie comment MS Paint il est en 6044, donc c'est bon. Et là il faut exécuter le fichier en ligne de commande. Donc on va exécuter PowerShell. Donc là on exécute hack.exe avec le bon nom, et donc mspen.exe. On exécute, on regarde si ça s'est accroché au processus, et si la charge utile a été mise dedans. Normalement, on devrait voir Meu qui est activé. Donc là, on voit que Meu est activé, et donc notre charge utile a bien été injectée dans le processus Paint, MS Paint. Donc on peut faire OK, et on va regarder dans Process Hacker si on a une trace dedans. Donc on double-clique sur MS Paint. On regarde les strings, on fait OK, et on fait filter, on fait content, et on regarde s'il n'y a pas Meu qui est dedans. Donc là, on voit qu'il y a Meu, donc ça veut dire que notre charge utile a bien été injectée dans la mémoire. Donc là, on voit que tout a parfaitement fonctionné. On va télécharger notre malware, on va voir si il est bien détecté ou pas par les moteurs d'antivirus. On va sur Virus Total, on choisit notre fichier, le hack, on confirme le téléversement et on attend le résultat de l'analyse. Alors là, on aura beaucoup de détection car en fait, le payload est connu. C'est pour ça qu'on a 23 motards qui l'ont trouvé sur 72. Mais bon, rien n'empêche d'utiliser un autre payload non connu, de le chiffrer, etc. Donc nous on a eu plus de 20 motards qui l'ont détecté des fichiers. Si nous souhaitons un meilleur résultat en fait, il est fortement recommandé de faire du chiffrement de la charge utile avec des fonctions
et d'obscurcir les fonctions clés de notre malware, ou de combiner les deux techniques, ou même combiner d'autres techniques comme j'ai dit en plus haut. J'espère que ceci vous aura aidé aussi bien pour les attaquants que pour les défenseurs. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, de mettre des pouces bleus, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.